La montagne magique de Thomas Mann, chapitre premier. Arrivée. Un simple jeune homme se rendait au plein de l'été, de Hambourg, sa ville natale, à Davosplatz, dans les Grisons. Il allait en visite pour 3 semaines. Mais de Hambourg jusque là-haut, c'est un long voyage, trop long en somme par rapport à la brièveté du séjour projeté. On passe par différentes contrées, en amont et en aval, du haut plateau de l'Allemagne méridionale jusqu'au bord de la mer Souabe, et en bateau sur ces vagues bondissantes par-delà des abîmes que l'on tenait autrefois par insondables. À partir de là, le voyage, qui s'était si longtemps poursuivi en ligne droite d'un grand G, commence à s'éparpiller. Il y a des arrêts et des complications. Au lieu dit Rohrstraße, sur territoire suisse, donc, on se confie de nouveau au chemin de fer, mais on ne parvient de prime abord que jusqu'à Landquart, une petite station alpestre où l'on est obligé de changer de train. C'est un chemin de fer à voie étroite où l'on s'embarque après une attente prolongée en plein vent dans une contrée assez dépourvue de charme. Et dès l'instant où la machine de petite taille mais d'une puissance de traction apparemment exceptionnelle se met en mouvement, commence la partie proprement aventureuse du voyage. Une montée brusque et ardue qui ne semble pas vouloir finir, car Landquart est encore situé à une altitude relativement modérée, mais à présent c'est par une route rocheuse, sauvage et âpre que, tout de bon, on s'engage dans les hautes montagnes. Hans Castorp, tel est le nom du jeune homme, se trouvait seul, avec sa sacoche en peau de crocodile, un cadeau de son oncle et tuteur, le consul Tiennapel, pour le désigner lui aussi dès à présent par son nom. Avec son menton d'hiver qui se balançait à une patère et avec son plaid roulé dans un petit compartiment capitonné de gris. Il était assis près de la portière baissée, et comme l'après-midi se faisait de plus en plus frais, il avait, en enfant gâté et douillet qu'il était, relevé le col de son pardessus d'été doublé de soie, de coupe ample et moderne. Près de lui, sur la banquette, il y avait un livre broché, intitulé Ocean Steamships, qu'il avait ouvert de temps à autre au début de son voyage. Mais à présent ce livre gisait là, abandonné, et le souffle haletant de la locomotive saupoudrait sa couverture de parcelles de suie. 2 journées de voyage éloignent l'homme, et à plus forte raison le jeune homme qui n'a encore plongé que peu de racines dans l'existence, de son univers quotidien, de tout ce qu'il regardait comme ses devoirs, ses intérêts, ses soucis, ses espérances. Elle l'en éloigne infiniment plus qu'il n'a pu l'imaginer dans le fiacre qui le conduisait à la gare. L'espace qui, tournant et fuyant, s'interpose entre lui et son lieu d'origine, développe des forces que l'on croit d'ordinaire réservées à la durée. D'heure en heure, l'espace détermine des transformations intérieures, très semblables à celles que provoque la durée, mais qui, en quelque manière, les surpassent. À l'instar du temps, il amène l'oubli. Mais il le fait en dégageant la personne de l'homme de ses contingences pour la transporter dans un état de liberté initiale. Il n'est pas jusqu'au pédant et au philistin dont il ne fasse en un tournement quelque chose comme un vagabond. Le temps, dit-on, c'est le l'été. Mais l'air du lointain est un breuvage tout pareil, et si son effet est moins radical, il n'en est que plus rapide. Cela, Hans Castorp allait lui aussi l'éprouver. Il n'avait pas l'intention de prendre ce voyage particulièrement au sérieux, d'y engager sa vie intérieure.
Sa pensée avait été plutôt de s'en acquitter rapidement, parce qu'il fallait s'en acquitter, de rentrer chez lui tel qu'il était parti, et de reprendre sa vie exactement là où il avait dû, pour un instant, l'abandonner. Hier encore, il avait été absorbé entièrement par le cours ordinaire de ses pensées. Il s'était occupé du passé, le plus récent, son examen, et de l'avenir immédiat. Le début de son stage pratique chez Thunder et Wilms, chantier de construction, machines et chaudronnerie, et il avait jeté par-delà les 3 prochaines semaines un regard aussi impatient que l'admettait son caractère. Mais à présent, il lui semblait pourtant que les circonstances exigeaient sa pleine attention et qu'il n'était pas admissible de les prendre à la légère. Ce sentiment d'être enlevé vers des régions où il n'avait encore jamais respiré et où, comme il le savait, régnaient des conditions de vie absolument inaccoutumées, singulièrement amenuisées, réduites, commençait à l'agiter, à l'animer d'une certaine inquiétude. Pays natal et ordre étaient non seulement restés très loin en arrière, mais surtout combien de toises au-dessous de lui, et son ascension se poursuivait toujours et encore. Planant entre eux et l'inconnu, il se demandait ce qui, là-haut, adviendrait de lui. Peut-être était-ce imprudent et malsain de se laisser ainsi transporter dans ces régions extrêmes, pour lui qui était né et habitué à respirer quelques mètres à peine au-dessus du niveau de la mer, sans qu'il eût passé quelques jours dans un lieu intermédiaire. Il souhaitait d'être arrivé, car une fois parvenu en haut, pensait-il, on vivrait comme partout, et tout ne vous rappellerait pas, comme à présent, pendant la montée, dans quelle sphère impropre l'on se trouvait. Il regarda par la portière. Le train serpentait sinueux dans l'étroit défilé. On voyait les premiers wagons, on voyait la machine cracher en peinant des masses de fumée brune, verte et noire qui se dissipaient. Des hauts murmuraient dans la profondeur à droite. À gauche, des pins foncés, entre des blocs de rochers, se dressaient vers un ciel gris-pierre. Des tunnels noirs, comme fours, survenaient, et lorsque le jour reparaissait, de vastes abîmes s'ouvraient, avec des bourgs dans leur profondeur. Ils se refermaient. De nouveaux défilés suivaient, avec des restes de neige dans leurs crevasses et leurs fentes. Il y avait des arrêts devant de minables petites gares, des têtes de ligne que le train quittait en sens inverse, ce qui était d'un effet déroutant, car on ne savait plus dans quelle direction on allait, et on ne se souvenait plus des points cardinaux. De grandioses perspectives sur la fantasmagorie sacrée et l'amoncellement de l'univers alpestre où l'on pénétrait en s'élevant, s'ouvraient, puis échappaient de nouveau par un détour de la voie au regard admiratif. Hans Castorp se dit qu'il devait avoir laissé derrière lui la zone des arbres à feuilles. Sans doute aussi, sauf erreur, celle des oiseaux chanteurs, et cette pensée de la cessation, de l'appauvrissement fit en sorte que, saisi d'un vertige et d'une légère nausée, durant 2 secondes, il couvrit ses yeux de sa main. Déjà, c'était passé. Il vit que l'ascension avait pris fin. Le point culminant du défilé était franchi. Au milieu de la vallée plane, le train, à présent, roulait plus agréablement. Il était 8 heures environ, le jour durait encore. Un lac parut dans le lointain du paysage. Son eau était grise et les forêts de pins montaient noires au-dessus des rives, et le long des pentes se clairsemait, se perdait, ne laissant qu'une masse pierreuse d'une nudité embrumée. On s'arrêta près d'une petite gare, c'était Davosdorf, ainsi que Hans Castorp l'entendit crier. Tout à l'heure, il serait arrivé au terme de son voyage. Et tout à coup, il entendit à côté de lui la voix de Joachim Siemsen, la voix compassée en bourgeoise de son cousin, qui disait
Bonjour vieux, allons-y, descendons. Et comme il regardait par la portière, il vit Joachim en personne, sur le quai, en raglan brun, sans chapeau, avec un air de santé qu'il ne lui avait jamais connu de sa vie. Joachim rit encore et dit: Ah, eh bien, descends donc, ne te gêne pas. Mais je n'y suis pas encore, dit Hans Castorp, abasourdi et toujours encore assis. Si tu y es, voici le village. Pour aller au sanatorium, c'est plus près par ici. J'ai pris une voiture, passe-moi donc tes bagages. Et riant, confus, dans l'agitation de l'arrivée et du revoir, Hans Castorp lui tendit sa sacoche et son manteau d'hiver, le plaid roulé avec canne, parapluie et enfin les Ocean Steamships. Puis il franchit en courant les 3 couloirs et sauta sur le quai pour saluer son cousin d'une manière plus directe enfin, et en quelque sorte personnelle, ce qui eut lieu sans exubérance, comme il sied entre gens de mœurs froides et rigides. C'est une chose bien étrange à rapporter, mais depuis toujours, ils avaient évité de s'appeler par leur prénom, uniquement par crainte d'une cordialité trop grande. Comme ils ne pouvaient quand même pas se donner leur nom de famille, ils s'en tenaient à toi. C'était l'usage établi entre cousins. Un homme en livrée et à casquette galonnée les regardait se serrer la main. Le jeune Ziemsen, avec une raideur militaire, rapidement et avec un peu de gêne, puis il s'approcha pour demander le bulletin de bagages de Hans Castorp. C'était le concierge du sanatorium international Berghof, et il manifesta l'intention de chercher la grande malle du visiteur à la gare de Davosplatz, tandis que ces messieurs partiraient tout de suite en voiture pour aller directement dîner. L'homme boitait visiblement, de sorte que la première question que Hans Castorp posa à Joachim Ziemsen fut celle-ci. Est-ce un invalide de guerre? Pourquoi boite-t-il ainsi? Merci, répondit Joachim avec une certaine amertume. Précisément, un invalide de guerre. Celui-là, ça l'a pincé au genou. Ou ça l'avait pincé, tout au moins, car depuis il s'est fait enlever la rotule. Hans Castorp réfléchit aussi vite que possible. Ah, c'est cela, dit-il. Il leva la tête tout en marchant et se retourna légèrement. Mais tu ne vas tout de même pas vouloir me faire croire que toi, tu as encore quelque chose, vrai? On dirait que tu as encore ton baudrier et que tu viens tout droit du champ de manœuvre. Et il regarda son cousin de côté. Joachim était plus grand et plus large que lui, un modèle de force juvénile et comme taillé pour l'uniforme. Il était de ce fait très brun que sa blonde patrie ne laisse pas de produire quelquefois, et sa peau, naturellement foncée, avait par le hâle pris une couleur presque bronzée. Avec ses grands yeux noirs et la petite moustache brune au-dessus d'une bouche pleine et bien découpée, il eût été véritablement beau s'il n'avait eu des oreilles trop décollées. Elles avaient été son unique chagrin, la grande douleur de sa vie, jusqu'à un certain moment. À présent, il avait d'autres soucis. Hans Castorp poursuivit. Tu redescends tout de suite avec moi? Je ne vois vraiment pas l'objection. Tout de suite avec toi? Demanda le cousin, et il tourna vers Castorp ses grands yeux qui avaient toujours été doux, mais qui, durant ces 5 mois, avaient pris une expression un peu lasse, presque triste. Tout de suite, quand? Mais dans 3 semaines? Ah bon, tu étais déjà en train de repartir en pensée, répondit Joachim. Attends-moi un peu. Tu viens à peine d'arriver. Sans doute 3 semaines ne sont presque rien pour nous ici, mais pour toi, qui es en visite ici et qui ne doit rester en tout que 3 semaines, pour toi, c'est tout de même un bon bout de temps. Commence donc par t'acclimater, ce n'est pas si facile, tu verras. Et puis le climat n'est pas la seule chose étrange chez nous. Tu verras, ici, du nouveau de toutes sortes, sais-tu? Quant à ce que tu dis de moi, ça ne va tout de même pas comme sur des roulettes. Tu sais, rentrer dans 3 semaines, ce sont des idées d'en bas. C'est vrai que je suis brun, mais c'est surtout le hâle qui provient de la réverbération de la neige, et ça ne prouve pas grand-chose. Comme Behrens dit toujours, et à la dernière consultation générale, il m'a dit que
J'en avais bien encore pour 6 bons petits mois. 6 mois? Tu es fou, s'écria Hans Castorp. Devant la gare, qui n'était pas beaucoup plus qu'une sorte de remise, ils venaient de prendre place dans le cabriolet jaune qui les attendait sur une place pavée, et tandis que les deux baies commençaient à tirer, Hans Castorp, indigné, s'agitait sur le dur capitonnage du siège. 6 mois? Voici presque 6 mois déjà que tu es ici. On n'a pas ressent pas tellement de temps. Oui, le temps, dit Joachim, et il hocha plusieurs fois la tête, droit devant soi, sans se préoccuper de l'honnête indignation de son cousin. On en prend des libertés avec le temps des gens, tu ne peux pas t'en faire une idée. 3 mois sont pour eux comme un jour, tu le verras bien. Tu apprendras tout cela, dit-il, et il ajouta. On change de conception ici. Hans Castorp ne cessait de le regarder de côté. Mais tu t'es magnifiquement rétabli, dit-il en hochant la tête. Oui, crois-tu répondit Joachim. N'est-ce pas, je le pense aussi, dit-il. Et il s'assit plus haut sur le coussin, mais aussitôt il reprit une position plus oblique. Cela va mieux, expliqua-t-il, mais je ne me suis quand même pas encore bien portant. À gauche, en haut, où l'on n'entendait pas autrefois encore un râle, le son est encore un peu rauque, ce n'est pas bien terrible. Mais en bas, c'est encore très rauque. Et puis dans le deuxième creux intercostal, il y a aussi des bruits. Comme tu es devenu savant, dit Hans Castorp. Oui, Dieu sait que c'est une drôle de science. Celle-là, j'aurais aimé la perdre. Bien vite à trimer au service militaire, répondit Joachim. Mais j'ai encore dit l'expectoration, dit-il avec un haussement d'épaule, à la fois négligent et irrité qui ne lui seyait pas précisément. Et il montra à son cousin un objet qu'il tira à moitié de la poche intérieure de son raglan et s'empressa de nouveau de dissimuler un flacon plat et évidé en verre bleu avec un bouchon de métal. La plupart d'entre nous ici en haut ont cela, dit-il. Il y a même un nom pour cela, un surnom assez rigolo. Tu regardes le paysage? C'était ce que faisait Hans Castorp. Il s'assura. Grandiose. Tu trouves? Demanda Joachim. Ils avaient suivi sur une certaine distance la route irrégulièrement bordée de maisons et parallèle au chemin de fer dans l'axe de la vallée. Puis ils avaient obliqué vers la gauche par-dessus l'étroite voie, avaient traversé un cours d'eau et sur un chemin à la pente légère, ils montaient au trot vers le versant boisé, là où, sur un plateau qui s'avance légèrement, sa façade orientée vers le sud-ouest, un bâtiment allongé surmonté d'une tour à coupole, et qui, à force de loges, de balcons, semblait de loin troué et poreux comme une éponge, venait justement d'allumer ses premières lumières. Le crépuscule tombait rapidement. Une légère rougeur qui, un instant, avait animé le ciel couvert d'une manière égale, avait déjà pâli, et sur la nature régnait cet état de transition décoloré, inanimé et triste, qui précède immédiatement la tombée définitive de la nuit. La vallée habitée s'étendait là, allongée et légèrement sinueuse, s'allumait un peu partout, au fond comme sur les deux pentes, sur le versant droit surtout, qui faisait saillie et sur lequel s'échelonnaient en terrasse les constructions. À gauche, des sentiers montés à travers les prés se perdaient dans la noirceur émoussée des forêts de conifères. Les coulisses des montagnes plus éloignées, derrière l'entrée à partir d'où la vallée se rétrécit, étaient d'un terne bleu d'ardoise. Comme un vent venait de se lever, la fraîcheur du soir se faisait sensible. Non, pour te le dire franchement, je ne trouve pas que ce soit si formidable, dit Hans Castorp. Où sont donc les glaciers et les cimes blanches et les géants de la montagne? Ces machins ne sont tout de même pas bien hauts, il me semble. Si, ils sont hauts, répondit Joachim. Tu vois presque partout la limite des arbres. Elle est même marquée avec une netteté particulièrement frappante. Les pins s'arrêtent et puis tout s'arrête. Il n'y a plus rien, rien que des rochers, comme tu peux t'en rendre compte. De l'autre côté, là-bas, à droite de la dent noire, cette corne là-haut, tu as même un glacier. Vois-tu encore le bleu? Il n'est pas grand, mais c'est un glacier authentique. Le glacier de la Scaletta.
Bis, Michel et le Tisenhort, dans le creux, tu ne peux pas les voir d'ici. Restent également toute l'année sous la neige. Sous la neige éternelle, dit Hans Castorp. Oui, éternelle, si tu veux, oui, tout ça. Tout ça est déjà assez haut, mais nous-mêmes, nous sommes affreusement hauts. Songe-y, 700 mètres au-dessus du niveau de la mer, de sorte que les altitudes n'apparaissent plus beaucoup. Oui, quelle escalade! J'en avais le cœur oppressé, je ne te dis que cela. 1600 mètres. Mhm. C'est que cela représente presque 5000 pieds, et l'on fait le calcul de ma vie, je n'ai jamais été aussi haut. Et avec curiosité, Hans Castorp aspira une longue bouffée de cet air étranger pour l'éprouver. Il était frais, et c'était tout. Il manquait de parfum, de teneur, d'humidité. Il pénétrait facilement et ne disait rien à l'âme. Parfait, remarqua-t-il poliment. Oui, c'est un air réputé. D'ailleurs, le pays ce soir ne se présente pas sous son jour le plus favorable. Quelquefois, la meilleure apparence, surtout sous la neige. Mais on finit par s'en fatiguer. Nous tous, ici en haut, tu peux m'en croire. Nous en sommes indiciblement là, dit Joachim. Et sa bouche fut un instant tirée par une moue de dégoût qui semblait exagérée et mal contenue et qui, elle aussi, lui seyait mal. Tu as une singulière façon de parler, dit Hans Castorp. Singulière demanda Joachim avec une certaine inquiétude, et il se tourna vers son cousin. Non, non, je te demande pardon, j'ai eu cette impression, un instant seulement, s'empressa de dire Hans Castorp. Mais s'il avait voulu dire cela, c'était à cause de cette expression, nous autres, ici, en haut, que Joachim avait employée 4 ou 5 fois déjà, et qui, en quelque manière, lui avait semblé oppressante et bizarre. Notre sanatorium est situé plus haut encore que le village, vois-tu, poursuivit Joachim. 50 mètres. Le prospectus dit 100, mais ce n'est que 50. Le sanatorium le plus élevé est le sanatorium Schatzalp, de l'autre côté. On ne peut pas le voir d'ici. Ceux-là, en hiver, doivent transporter leurs cadavres en bobsleigh, parce que les chemins ne sont plus fiables. Leurs cadavres? Tiens, tiens. Mais allons donc, s'écria Hans Castorp. Et tout à coup il fut pris d'un rire violent et insurmontable, qui ébranlait sa poitrine et tordait sa figure séchée par le vent frais d'une grimace légèrement douloureuse. En bobsleigh? Et tu me racontes cela avec le plus grand calme. Et tu es devenu cynique, mon ami, en ces 5 mois. Pas du tout cynique, répliqua Joachim en haussant les épaules. Comment donc? Les cadavres s'en manquent bien. Et puis tu sais, c'est bien possible que l'on devienne cynique ici, chez nous. Berens, lui-même, est un vieux cynique, un type fameux, soit dit en passant. Ancien étudiant et membre d'une corporation, chirurgien remarquable, à ce qu'il paraît. Il te plaira sans doute. Et puis il y a encore Krokowski, l'assistant, un monsieur très calé. Dans le prospectus, il est particulièrement question de son activité. Il fait de la direction psychique avec la malade. Quoi? Que fait-il? De la dissection psychique? Mais c'est répugnant, dis donc, s'écria Hans Castorp. Et la gaieté, à présent, prenait décidément le dessus. Il n'en était plus du tout le maître. Après tout le reste, la dissection psychique avait eu raison de lui, et il riait si fort que les larmes coulaient sous la main dont, penché en avant, il abritait ses yeux. Joachim rit, lui aussi, très cordialement. Cela semblait lui faire du bien, et ainsi advint-il que l'humeur des deux jeunes gens fut excellente lorsqu'ils descendirent de leur voiture qui, en dernier lieu, au pas, par le ruban d'une rampe zigzagante et roide, les avait conduits jusque devant le portail du sanatorium international Berghof. Ha ha ha! Numéro 34. Tout de suite à droite, entre le portail et le tambour, était située la loge du concierge. De là vint à leur rencontre, vêtu de la même livrée grise que l'homme boiteux de la gare, un domestique du type français et qui, assis au téléphone, avait lu les journaux. Il les conduisit à travers le hall bien éclairé, à droite duquel se trouvaient des salons. En passant, Hans Castorp y jeta un coup d'œil et remarqua qu'ils étaient vides.
Où donc étaient les pensionnaires s'informa-t-il. Et son cousin répondit. Ils font la cure de repos. J'avais la permission de sortir aujourd'hui parce que je voulais te chercher. En temps ordinaire, moi aussi je reste étendu sur le balcon après le dîner. Il se fallut de peu que le rire s'empara une deuxième fois de Hans Castorp. Ah! Comment? Par le brouillard et la nuit noire, vous vous étendez sur le balcon? Demanda-t-il d'une voix vacillante. Oui, c'est la consigne, de 8 à 10. Mais viens à présent, voir ta chambre et te laver les mains. Ils entrèrent dans l'ascenseur, dont le domestique français fit fonctionner le mécanisme électrique. Tout en montant, Hans Castorp séchait ses yeux. Je suis malade de rire, dit-il, en respirant par la bouche. Tu m'as raconté tant de choses folles. Ton histoire de dissection psychique était par trop forte. Elle a dépassé la mesure. Et puis, je suis peut-être un peu fatigué par le voyage. Est-ce que tu as aussi les pieds froids? On a eu en même temps le visage brûlant, c'est énervant. Nous allons tout de suite dîner, n'est-ce pas? Il me semble avoir faim. Mange-t-on bien? Mange-t-on bien, au moins chez vous, ici, en haut? D'un pas silencieux, ils suivirent le chemin de natte de l'étroit couloir. Des cloches en verre laiteux dispensaient une lumière pâle. Les parois luisaient blanches et dures, recouvertes d'une couleur à l'huile semblable à de la laque. Une infirmière se montra quelque part, sous son bonnet blanc, portant sur le nez un lorgnon dont le cordon était passé derrière son oreille. C'était apparemment une sœur protestante, sans vocation véritable pour son métier, curieuse, agitée et affligée par l'ennui. En deux points du couloir, sur le plancher, il y avait certains ballons, de grands récipients pensus à col court, sur la signification desquels Hans Castorp oublia de s'informer. C'est ici que tu es, dit Joachim. Numéro 34. À droite, c'est ma chambre, et à gauche, il y a un ménage russe, un peu négligent et bruyant, il faut le reconnaître. Mais il n'y avait pas moyen d'arranger les choses autrement. Eh bien, qu'en dis-tu? La porte était double, avec des crochets à habits dans le creux intérieur. Joachim avait allumé le plafonnier, et à sa lumière tremblante, la chambre apparut gaie et paisible avec ses meubles blancs, pratiques, avec ses tentures également blanches, épaisse et lavable, avec son linoléum net et propre, et les rideaux de toile qui étaient brodés simplement et gaiement, dans le goût moderne. La porte du balcon était ouverte. On apercevait les lumières de la vallée et l'on distinguait une lointaine musique de danse. Le bon Joachim avait placé quelques fleurs dans un petit vase sur la commode, ce qu'il avait pu trouver dans la deuxième poussée d'herbe, un peu d'achillée, quelques campanules cueillies par lui-même sur la pente. C'est charmant de ta part, dit Hans Castorp. Quelle jolie chambre. On y passerait volontiers quelques semaines. Avant-hier, une Américaine est morte ici, dit Joachim. Behrens avait tout de suite dit qu'elle serait liquidée avant que tu ne viennes et que tu pourrais alors avoir la chambre. Son fiancé était près d'elle, un officier de marine anglais, mais il n'a pas montré beaucoup de cran. À tout moment, il venait dans le corridor pour pleurer, tout comme un petit gosse, et ensuite il se frottait les joues de cold cream parce qu'il était rasé et que les larmes le brûlaient. Avant-hier soir, l'américaine a encore eu 2 hémorragies de premier ordre, et puis fini la comédie. Mais elle est déjà partie depuis hier matin, et après cela, ils ont naturellement fait des sérieuses fumigations avec du formol, c'est excellent pour cela. Hans Castorp accueillit ce récit avec une distraction animée. Les manches de sa chemise retroussées, debout devant le large lavabo dont les robinets nickelés luisaient à la lumière électrique. C'est à peine s'il jeta un regard rapide vers le lit en métal blanc garni de linge propre. Des fumigations, c'est fameux cela, dit-il, disposé à causer et un peu hors de propos en se lavant et se séchant les mains.
Oui, du méthylaldéhyde. Les microbes les plus résistants ne supportent pas cela. H2CO. Mais cela pique le nez, hein? Naturellement, une propreté rigoureuse est une condition primordiale. Il articula ce mot avec une certaine affection et poursuivit avec une grande volubilité. Que voulais-je encore te dire? Sans doute l'officier de marine se rasait-il avec un rasoir de sûreté. Je le suppose en tout cas, on s'écorche beaucoup plus facilement avec ces trucs qu'avec une lame bien aiguisée. Telle est du moins mon expérience. Je me sers tantôt de l'un, tantôt de l'autre. Oui, et sur la peau irritée, l'eau salée brûle naturellement. Il devait déjà avoir l'habitude au service d'employer le cold cream. Cela n'a vraiment rien qui puisse surprendre. Et continuant à bavarder, il dit qu'il avait 200 Maria Mancini, son cigare préféré, dans sa malle. La visite de la douane s'était passée très confortablement, et transmit encore les salutations de diverses personnes de leur ville natale. Ne chauffe-t-on donc pas du tout ici? S'écria-t-il tout à coup, et il courut vers les radiateurs pour y appuyer les mains. Non, on nous tient plutôt au frais, répondit Joachim. Il faudrait d'autres froids que celui-ci pour qu'on allume le chauffage central au mois d'août. Août, dit Castorp, mais je suis gelé. Je suis atrocement gelé au corps tout au moins, car ma figure est échauffée. Tiens, touche donc, je brûle. Cette idée que l'on eût pu toucher sa figure ne s'accordait pas du tout, mais vraiment pas le moins du monde avec la nature de Hans Castorp, et le frappa lui-même péniblement. D'ailleurs, Joachim n'en fit rien, mais se borna à dire « Cela, c'est l'air, et cela ne prouve rien. Berens lui-même a du matin au soir des joues bleues. Il y en a qui ne s'habituent jamais. Mais go on, sinon nous n'aurions plus rien à manger. » Dehors, l'infirmière fit de nouveau son apparition, les guettant d'un air myope et curieux. Mais au premier étage, Hans Castorp s'arrêta soudain, immobilisé par un bruit absolument atroce qui se faisait entendre à une faible distance, derrière un tournant du corridor, un bruit pas trop fort, mais d'une sorte si évidemment abominable que Hans Castorp fit une grimace et regarda son cousin avec des yeux dilatés. C'était une toux, évidemment, la toux d'un homme, mais une toux qui ne ressemblait à aucune autre que Hans Castorp eût jamais perçue. Oui, une toux, en comparaison avec laquelle toute autre toux qu'il avait jamais entendue avait été le saint témoignage d'une magnifique vitalité. Une toux sans conviction d'ailleurs, qui ne se produisait pas par secousses régulières, et qui sonnait comme un clapotis affreusement faible dans la bouillie d'une décomposition organique. Oui, dit Joachim, ça va mal ici. Un noble autrichien, tu sais, un homme élégant comme né pour la haute école, et voilà où il en est. Mais il se promène encore. Tandis qu'ils poursuivaient leur chemin, Hans Castorp parla longuement de la toux du cavalier. Il faut que tu considères, dit-il, que je n'ai jamais rien entendu de pareil, que c'est absolument nouveau pour moi. Dans ces cas-là, on est toujours impressionné. Il y a tant d'espèces de toux, des toux sèches, des toux dégagées, et les toux qui se dégagent valent mieux, dit-on en général, et sont plus favorables que lorsqu'on aboie. Quand dans ma jeunesse, dit-il, j'avais l'angine, j'aboyais comme un loup. Et tous, ils étaient contents lorsque cela se dégageait. Je m'en souviens encore, mais une toux comme celle-ci n'avait pas encore existé pour moi, tout au moins. Ce n'est même plus une toux vivante. Elle n'est plus sèche, mais on ne pourrait pas dire non plus qu'elle se dégage. Ce n'est pas de bien loin le mot qu'il faudrait. C'est tout juste comme si on regardait en même temps à l'intérieur de l'homme. Quel aspect cela a! Rien que bourbe et marmelade. Là, suffit, dit Joachim. Je l'entends chaque jour, tu n'as pas besoin de me le décrire. Mais Hans Castorp n'arrivait pas à surmonter l'impression que lui avait faite la toux entendue. Il assura à plusieurs reprises que l'on voyait littéralement à l'intérieur du cavalier, et lorsqu'ils pénétrèrent dans le restaurant, ses yeux, fatigués de voyage, avaient un éclat un peu fébrile. Au restaurant,